Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Depuis la révolution iranienne de 1979, l'Iran est un thème récurrent dans les médias et fait l'objet d'études de toutes sortes. Les analyses au sujet de ce pays sont souvent menées sous l'angle politique et sociologique, avec parfois des développements économiques et historiques, plus rarement artistiques et encore moins souvent philosophiques. Les tentatives de connaissance de ce pays se traduisent par quelques commentaires ou publications par des spécialistes, dont certains couvrent en un volume toute l'histoire du pays. Tous ces travaux, de valeur inégale, montrent la place de l'Iran dans l'esprit de l'époque et en particulier dans le monde musulman, dans lequel il est un point de convergence. Depuis plus de 3 décennies, le monde connaît une catégorie de pensée difficile à saisir et à comprendre étant donné la confusion qui règne dans ses fondements langagiers et psychiques. Cependant, le mode d'adaptation mis en œuvre par le pouvoir iranien fait surgir une modernité paradoxale en raison de l'amalgame des dogmes religieux appliqués à la réalité du monde actuel. Il en résulte une situation compliquée dont les protagonistes islamiques profitent depuis bien longtemps, au détriment des valeurs humaines. On a justifié cette réalité par la différence entre les cultures et les civilisations, le compromis entre plusieurs acteurs et protagonistes qui partagent la même terre et d'autres qui proposent un dialogue entre les populations impliquées. Ce dialogue a pris forme depuis un certain temps et les efforts se multiplient pour instaurer un véritable champ d'entente, sans pour autant que le résultat soit à la hauteur. En d'autres termes, il est aberrant de penser que la culture puisse sauver l'homme et le monde, car la déchirure tragique est beaucoup trop profonde pour contrôler l'acte commis. Cette réalité paradoxale a vu le jour à son tour, dans l'Iran d'aujourd'hui, et nous pouvons être témoins des actes, à différents niveaux et sous différentes formes, des hommes de lettres qui ont contribué à la formation d'un pouvoir religieux qui a commis les actes les plus répugnants. Il ne s'agit pas de faire de chaque homme un opposant de tel ou tel régime politique, mais il convient simplement de rappeler que la culture a toujours eu son double tranchant. Pour éviter le désespoir, les acteurs de ce conflit culturel tentent de s'approprier les acquis et de dompter la barbarie qui menace le monde civilisé partout dans le monde. Car la conséquence de la mondialisation met aussi en œuvre la mondialisation de la barbarie. Du moins elle permet l'usage de la technique et du savoir universel pour une poignée de la population chez qui les comportements symptomatiques se nourrissent d'un certain nombre de notions ancrées dans un esprit qui vise à détourner le réel au profit de leurs misérables dogmes, dont la représentation peut être qualifiée d'autosatisfaction virulente. Par-dessus toute réalité demeure le concept, la notion qui permet de l'ajuster, de la positionner et de la mettre en œuvre suivant les règles langagières et le bon sens humain. Le fait de pénétrer dans le cœur du concept est une manière d'accéder au réel du monde pour en sortir indemne, de faire l'analyse de son statut eidétique et l'abstraction de sa chose. C'est le travail de la philosophie qui devrait mener son enquête en vue d'une certaine connaissance de l'objet donné. La question liée à l'Iran se plie aussi à cette règle, et rien n'est plus évident que cette réalité de l'identité islamique, dont le concept fournit une connaissance à réviser. En réalité, le renouvellement de la philosophie traditionnelle et la création d'une situation philosophique dans l'Iran du XXe siècle sont le résultat d'une conception française qui a colonisé un nombre considérable d'hommes de lettres iraniens, traditionnels et modernes confondus. On oublie aussi souvent que la montée de l'anglais en Iran n'a opposé aucun obstacle aux Français, qui colonisent le domaine philosophique par l'intermédiaire de Henri Corbin, créant la perspective d'un hédégérianisme islamisé, celui-ci par l'intermédiaire d'une conception philosophique de l'être géant qui représente, du moins prêché par certains auteurs, un amalgame de la passion religieuse et de la vérité. Mais comme la force persane n'a jamais cessé dans son histoire, d'exercer et d'absorber les cultures étrangères de toutes sortes, le destin de Corbin fut de devenir une figure presque sacrée, au même titre que les représentants de la philosophie traditionnelle, comme nous avons tenté de le montrer dans cet ouvrage. Depuis plus de 3 décennies, on cherche à comprendre le fonctionnement de la communauté du clergé chiite et l'islam iranien, l'esprit perse et l'amalgame invraisemblable d'un pays dans lequel les surprises font partie du quotidien et de l'histoire au point que la surprise devient une habitude. Et là commence le cauchemar. La dernière de ces surprises, la révolution islamique,
n'a épargné personne et la continuité des mouvements sociaux et politiques n'a pas changé la nature du problème. On peut se demander comment quasiment tous les intellectuels modernes, en commençant par les Iraniens qui n'ont jamais eu connaissance d'une révolution islamique, ont admis avec beaucoup d'engouement la révolution islamique, tout en ayant une bonne connaissance d'un événement aussi marquant dans l'histoire que la Révolution française et toutes les valeurs qui ont été créées à la suite de cet événement dans le monde. Le Perse orgueilleux reste fidèle à sa mémoire historique, et son ignorance la concernant ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Mais la douleur n'aboutit pas à la guérison, et la blessure ne rend pas plus fort l'individu. Nous vivons une répétition dont la vitesse fait tourner la tête de tout le monde. L'expérience de la révolution islamique met en avant une certaine vérité historique et philosophique, à savoir une spiritualité amère qui domine le réel, et la refondation de la théologie perverse par une souche sociale à l'état primitif. Nuancée par l'être persan et son ontologie historique et culturelle, cette expérience prendra une dimension encore plus dévastatrice, plus dangereuse et plus ancestrale. On ne sait pas où situer la critique, et comment aborder l'analyse de la chose et sous quel angle. La bavure de la cité iranienne est à la mesure d'une fête, d'un jeu impossible des protagonistes d'une société amalgamée, bâclée et littéralement déchaînée. Derrière le visage détendu de l'individu qui représente la grâce divine, demeure la figure insoutenable d'un bourreau aux yeux bleus incapable d'admettre sa naissance par une femme, origine du monde et de cet individu. À travers la question « Comment peut-on être persan ?», on ne peut que constater que cet être a rempli sa mission paradoxale d'avoir la déchirure tragique qui le regarde de près sans pouvoir rien faire. On peut évidemment faire cette objection qu'un tel phénomène est attribuable à d'autres pays musulmans, mais il faut répondre aussitôt qu'il y a cette grande différence, perturbante, que l'Iran est tout de même le frère aîné. Dans cette courte étude, je voudrais proposer une analyse philosophique qui cherche à réviser notre approche de l'Iran. Un premier chapitre donne un aperçu historique de la formation de la philosophie et de la pensée conceptuelle en Iran moderne, un berceau qui n'a pas perdu sa fonctionnalité, car on ignore souvent la force du persan dans la conceptualisation intelligible. Un retour rapide sera fait sur les nombreux individus qui ont fait de l'Iran un Iran philosophique lié de toute évidence à une tradition linguistique, littéraire et philosophique particulièrement riche. La cohabitation d'une pensée philosophique traditionnelle devenue officielle, liée directement au pouvoir en place, et de la pensée philosophique civile, qui cherche à obtenir une certaine liberté et une autonomie, est une particularité iranienne et de ce point de vue, la question demeure méconnue. L'Iran philosophique constitue un autre exemple qui montre comment l'oriental d'aujourd'hui a vécu la modernité dans sa structure rationnelle. La pensée philosophique est devenue une aventure philosophique qui montre que l'expérience iranienne dispose d'une véritable pensée conceptuelle au sein de la société. Désormais, et suivant une révolution controversée, une cité philosophique est en œuvre même si elle est périphérique dans son statut ontologique. À notre époque, on ne prête pas attention au fait que nombreux sont ceux dans le clergé et parmi les ulémas, impliqués dans le pouvoir politique depuis la Révolution, qui ont une formation philosophique. En d'autres termes, la force de la tradition de l'enseignement religieux a pu forger un discours qui passe par un arrière-plan conceptuel et logique. Aussi bien Khomeini qu'un certain nombre de membres du clergé les plus dogmatiques aujourd'hui possèdent une formation philosophique dont la transformation dans le milieu politique et social est fort présente. Les individus qui enseignent et font l'éloge de la philosophie sont eux-mêmes à l'origine de quelques fatwas contre tel ou tel. Dans le camp des intellectuels civils, le combat philosophique tourne autour de concepts comme la démocratie, le pluralisme et la modernité, et les discours correspondants véhiculent ces notions pour la société civile qui souhaite obtenir les libertés et les droits les plus élémentaires. La force et l'inertie entre ces groupes traditionnels et civils se dévoilent à travers un thème, qui sera l'objet du deuxième chapitre, qu'on qualifie d'herméneutique du réel. Derrière la philosophie officielle qui se veut la lecture unique de l'islam et qui est soutenue par les principes de la charia, demeure la tentative de l'interprétation. Le face-à-face avec le monde moderne met en pratique une approche de l'herméneutique par laquelle l'individu va à l'encontre du réel, pour le détourner en sa faveur.
Le chapitre concernant la philosophie n'est qu'une esquisse de la philosophie en Iran, étant donné son envergure théorique. Cette proposition d'analyse de la philosophie iranienne est une ouverture de la masse qui inonde l'esprit contemporain rempli d'un passé tumultueux et d'un présent en train de se définir. Le clivage philosophique iranien s'exprime à travers une exceptionnelle manifestation théorique qui se trouve aux antipodes des extrémités des pensées opposées les unes aux autres. L'ironie de l'histoire, comme nous le verrons à travers certains passages, se situe dans ce fait étonnant que même les représentants les plus obscurs du pays s'impliquent dans le débat philosophique et y puisent une interprétation, littéralement étrangère à leur domaine intellectuel. Ainsi, née d'un discours purement philosophique dont la tradition existait déjà, la lecture de l'obscurantisme philosophique du clergé permet de modeler le réel et de le représenter en l'absence de celui-ci. Cette herméneutique se manifeste dans l'écriture que les représentants officiels veulent à tout prix imposer au monde réel, afin de modifier ce dernier. Mais cette pratique ne peut avoir lieu que si l'on donne à l'écriture le ton réel, qui pourrait remplacer le réel du monde. Interpréter le Coran et créer une herméneutique du texte sacré valable pour toute écriture des représentants officiels est la pratique récurrente. En ce sens, la science impie des autres, c'est-à-dire l'herméneutique moderne, devient l'instrument approprié pour une telle action qu'on justifie par l'amalgame connu d'un pluralisme culturel selon lequel l'acquis moderne des Occidentaux est aussi un acquis des autres. C'est à l'intérieur même de ce mouvement révolutionnaire, engagé, et herméneute qu'est née une nouvelle théologie qui tente de modifier le discours officiel. La nouveauté théologique met en péril les fondements de la croyance dans la lecture officielle, sans pour autant remettre en question l'existence même de la religion, y compris de la charia. On y trouve une réforme religieuse qui prétend donner une autre interprétation de l'islam et qui entre, avec une figure modifiée de fond en comble, dans l'arène moderne des religions du livre. Pour accomplir une telle démarche, la pensée iranienne n'a pas de représentant ni de discours fondé, à ma connaissance, malgré quelques figures qui cherchent à offrir un exposé universel de leur pensée. L'action de l'herméneutique connaît aussi un volet d'une importance capitale, celle de l'image. Il ne s'agit pas simplement de modeler l'image, de la dompter et de la faire apparaître tels les dogmes religieux qui sont dictés par la bouche de tel ou tel individu, mais de faire de l'image une propriété moderne à partir d'une vision herméneutique. La question de la nouvelle théologie qui a débuté depuis quelques décennies, sans parler de précédents historiques, a touché quant à elle, le problème de l'image de manière significative. Mais le chemin est long et le danger est redoutable, car les représentants de l'obscurantisme dominant en Iran savent aussi contourner le problème et en faire un instrument à leur profit. Si l'herméneutique de l'écriture se joue sur une échelle territoriale ou locale, celle de l'image est l'exemple d'une mondialisation démesurée. En réalité, l'image mondialisée est un champ de bataille de l'obscurantisme local qui s'est, plus ou moins, joué de façon simultanée. La réussite de l'obscurantisme se situe dans ce jeu réciproque, à l'intérieur duquel il crée un pluralisme local, une modernité territorialisée, avec lesquelles la mondialisation apparaît en rupture, cassée et anéantie. L'image en tant qu'outil et le reflet d'une croyance capable de se politiser, deviennent un enjeu vital. C'est l'iconoclasme du mouvement obscurantiste qui joue avec l'image, selon une théologie à l'état révisionniste. L'intérêt de cette partie est à mon sens l'approche, qui a été négligée dans les études et les recherches, de l'aspect philosophique de l'image dans le cinéma et en particulier dans la peinture, et le fait de réduire la question de l'image, notamment après la Révolution, à la simple modalité politique de celle-ci. Comme nous le verrons, la preuve incontestable en est qu'il existe une forme de nouvelle théologie de l'image qui a permis d'instaurer une lecture herméneutique de l'image, adaptée ensuite par les hommes engagés du nouveau pouvoir. L'exemple de l'approche réductionniste est une thèse qui, ressemblant un peu à un journal intime, lègue quantité d'enquêtes et d'informations sur l'histoire de la peinture iranienne au XXe siècle d'un point de vue strictement sociologique. Malgré une lecture assidue de son objet d'étude thermique et l'envergure des enquêtes, il est inutile de chercher un discours approfondi au sujet de l'image et de la représentation picturale d'un point de vue analytique. Ce que cet ouvrage tente d'analyser,
c'est la présentation de la vie rationnelle en Iran à travers les 3 thématiques que sont l'historique de la philosophie contemporaine, l'herméneutique comme application pratique d'un certain regard philosophique et l'image symbolisant une dimension iconographique et comme lieu privilégié de certaines populations. L'Iran, à travers ces thématiques, pose et montre une comédie divine tissée dans les veines de la comédie humaine. L'historique de la pensée philosophique en Iran moderne est sinon incomprise, du moins méconnue, voire ignorée. On prêtera attention au rôle de la langue au cours du XXe siècle et à la question de la traduction, ainsi qu'à tout ce qui a été véhiculé par le biais de la modernité de la langue. De plus, cette ignorance est d'autant plus grave que même les Iraniens ne sont pas nombreux à se pencher sur l'enjeu philosophique de la langue et sur son impact dans la pensée politique et sociale, et à vouloir comprendre tout ce qui se passe dans l'intimité des individus. Cette étude voudrait présenter les fondements philosophiques qui existent en Iran à tous les niveaux de la société, par la conceptualisation rationnelle à travers la langue et la poésie comme sources les plus immédiates. Cette conceptualisation s'articule d'abord à travers une pensée intuitive, avant d'être pratique, pour en tirer les conséquences théoriques et conceptuelles. Ainsi, la langue dessine son bassin pour forger un concept et une notion, bien avant la mise en œuvre de son pouvoir réel et effectif. Il s'agit d'une métaphysique de la langue qui échappe à la conscience, d'une structure propre à la langue et à sa forme poétique, ou encore d'une sémiologie propre à la fonctionnalité d'une langue qui ne sait pas comment supporter sa puissance. Quoi qu'elle soit, la langue dépasse ses limites langagières. À travers ces thématiques, nous essaierons de montrer la continuité d'une situation qualifiée, un peu négligemment, d'entre-deux temps ou de périodes transitoires, dans un pays où le concept fait le concept, notion contre notion et réel contre réel. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un cas exceptionnel dans le monde et dans l'histoire, mais d'une situation particulière qui devient un peu l'image caractéristique d'une société qui a trébuché par ses propres actions. L'objectif de cette étude est de voir au plus près et de se mettre dans la peau des Iraniens, pour comprendre comment ils vivent leurs actions. En dehors des diverses références, j'ai voulu me référer à des sources documentaires rédigées par les Iraniens, et voir comment ils traitaient les thématiques abordées dans cet ouvrage. Ce volet se joint à mes rencontres directes avec nombre de personnes que j'ai pu côtoyer oralement, pour une meilleure compréhension de l'enjeu dont il est question dans ce livre. 1. La genèse des philosophies en Iran. La philosophie iranienne contemporaine, l'histoire d'une philosophie périphérique. De par sa tradition philosophique et son ouverture au monde moderne, l'Iran actuel a acquis une philosophie qui se caractérise par une osmose entre tradition et modernité. Si la philosophie en Iran connaît des commencements balbutiants au début du XXe siècle, l'observation de son historique et l'état actuel de la pensée peuvent confirmer qu'elle a ensuite connu des évolutions significatives en matière d'analyse, d'expression et de modalité du discours. La pensée philosophique dans l'Iran moderne, sous la forme d'efforts intelligibles et rationnels, s'affirme en tant que telle par une certaine conceptualisation et une territorialisation. Cependant, pour différentes raisons, cette philosophie n'est pas tout à fait en mesure de s'adapter aux méthodes et aux catégories définies au cours de l'histoire. La première raison est la prévalence de l'imitation des discours étrangers, largement traduits, qui contribuent à rendre lacunaire l'analyse et le discours philosophique en persan. Un deuxième problème, qui découle de ce qui précède, est celui d'une langue philosophique qui n'est pas encore en mesure de forger un vocabulaire capable d'exprimer les problèmes fondamentaux dans toute leur envergure. La position de la philosophie iranienne moderne est d'une certaine manière à l'image de la philosophie malgré elle. Toutefois, une certaine culture historique fait de l'Iran un bassin effervescent de la pensée, dont la modalité philosophique montre, sous certaines conditions nécessaires, la possibilité de se constituer. En effet, derrière la sagesse populaire, la conscience historique et l'avènement de l'intellect, l'Iranien philosophant met en œuvre une proximité intellectuelle et intime de l'action rationnelle qui englobe et exprime l'assertion de son être étendu dans ses dimensions sociales et politiques. La critique lancée de la part de l'Iranien philosophe souscrit à sa propre crise intellectuelle et philosophique. Dans cette critique, le point culminant se situe dans le fait que le philosophe se trouve au cœur de la crise et de la critique, et en voyant le mouvement bâclé, il s'y trouve comme observateur et protagoniste.
On peut dire que le philosophe iranien est parvenu à adopter la notion de responsabilité à la fois dans sa situation historique et sociale, ce qui signifie qu'il se sent responsable et qu'il voit la responsabilité dans ses engagements. Au-delà de l'aspect politique et idéologique, toujours présent dans l'approche des Iraniens cultivés, on peut constater un souci philosophique, voire un questionnement philosophique, qui se veut donateur. Cela fut le cas, et ça l'est encore aujourd'hui car le philosophe iranien peut être généreux dans sa réflexion. Il le sera d'ailleurs davantage s'il cultive son ethos philosophique par-dessus les dogmes religieux ou l'idéologie politisée au sein de la société. Dans ce chapitre, nous allons retracer le schéma le plus fidèle possible de la situation de la philosophie en Iran au cours du XXe siècle et à l'époque actuelle. On y propose les lignes directrices qui dessinent les questions principales de cette étude. Dans ce contexte, quelques catégories seront exclues et nous ne retiendrons pas par exemple toutes les personnes considérées comme des philosophes, mais seulement un certain nombre qui nous ont semblé les plus représentatives. Étant donné l'existence d'une diaspora iranienne importante et le nombre considérable de philosophes à l'étranger, on ne pourra pas non plus prêter une attention particulière à ces derniers, sauf pour une catégorie qui a eu une place fondamentale par l'ampleur de sa pensée et qui s'est révélée essentielle dans la voie de la traduction en Iran ainsi que dans l'ensemble du mouvement philosophique. Sont aussi exclus de cette étude les sectes dont les fondements philosophiques doivent être étudiés, et qui peuvent littéralement être l'objet d'une étude à part entière. Parmi elles, il s'agit de mouvements comme ceux de Shekhiyeh, attribués à son fondateur Ahmad Asahi 1753 à 1826, de Babieh, attribué à son fondateur Seyyed Mohammad Ali Shirazi, Bab, 1819 à 1850, et de Baha'i, attribué à son fondateur Mirza Hossein Ali Nouri, Baha accent circonflexe, 1817 à 1892, qui représente d'une certaine manière l'expérience des apostrophes, une nouvelle lecture théologique de l'islam et du chiisme. Les groupes politiques sont également exclus de ce contexte, car leur envergure exige une autre étude pour synthétiser leurs fondements philosophiques et leurs liens avec la pensée philosophique iranienne. Cet ouvrage est issu d'une recherche plus vaste sur les fondements philosophiques de l'Iran contemporain, qui visait à présenter une lecture purement philosophique et à retracer les racines de tout mouvement réel sociopolitique, toutes tendances confondues. Les chercheurs iraniens, eux-mêmes, ont porté un regard vers leur passé philosophique, mais une telle entreprise n'a pas eu lieu à ma connaissance de ce point de vue jusqu'à aujourd'hui, et les quelques études dans ce domaine n'ont pas encore pris en compte l'enjeu et l'ampleur de la problématique. Parmi ces chercheurs, on peut citer M.M. Hachemi qui, faisant partie des intellectuels religieux en Iran, mène son projet de critique du mouvement intellectuel en Iran moderne. En focalisant son étude sur des figures connues de la philosophie iranienne, M. Hachemi décrit la situation culturelle du pays à travers des images caractéristiques et des intellectuels religieux. Un tel point de vue s'identifie à un projet plus large qui s'est formé en Iran, particulièrement après la Révolution, s'intitulant Pensée iranienne, Handisai-e Irani, pour se distinguer en tant que pensée philosophique territorialisée. Une perspective historique de la philosophie moderne en Iran a pris forme par une recherche officielle sous la plume de Bijan Abdolkarimi. En réalité, cette étude, soutenue par l'Institut de philosophie et de théologie de l'Iran, se focalise sur la présence de Heidegger en Iran à travers son commentateur pionnier, le philosophe controversé Essa Fardid. On constate que cette commande officielle se situe dans le contexte de la valorisation de la place de Fardid et de la pensée indigène, de l'ontologie heideggerienne, qui a tant influencé la pensée philosophique contemporaine de ce pays. Par ailleurs et à l'opposé, il existe une lecture philosophique de la situation de la philosophie en Iran par un philosophe de la diaspora iranienne, fondée sur l'expérience de son auteur, dans laquelle une approche conflictuelle s'instaure dans l'analyse. Son livre, publié en Allemagne, s'oppose farouchement à l'avènement de la Révolution et dénonce la catastrophe qu'est l'échec de la modernité et la vraie pensée philosophique des représentants de l'islamisme. Depuis l'avènement de la modernité et de la pensée rationnelle dans le milieu cultivé vers la deuxième moitié du XIXe siècle, une modalité de la pensée philosophique s'est formée dans l'esprit de l'intellectuel iranien. L'engouement pour le monde européen est bien avant cette date,
mais le XXe siècle a été porteur des événements les plus marquants du point de vue des liaisons intellectuelles. Cela est dû à des événements historiques comme la Révolution française, les conséquences de l'industrialisation, l'invention de la photographie, de l'électricité et du télégraphe, autant de signes d'évolution du rapport au monde. La notion de progrès dans son acception la plus large englobe et définit un monde dont la distance a perdu sa signification. Les voyages peuvent avoir lieu beaucoup plus facilement, et les rencontres avec ce monde évolué offrent des possibilités tout à fait nouvelles. C'est dans ce contexte que le roi Qajar, Nasser al-Din Shah fit de nombreux voyages en Europe pour rendre possible l'arrivée de conseillers et d'attachés appartenant à des pays comme l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Suède ou la Russie. La présence française est bien visible sur le plan diplomatique et militaire et donne lieu à un lien culturel qui laisse sa trace dans l'Iran d'alors et d'après au travers d'un personnage clé comme Arthur de Gobineau. Celui-ci devient l'image d'une culture qui cherche à pénétrer le monde oriental pour lui injecter un sang frais, un nouveau souffle de vie, car le diplomate a la passion romanesque. On perçoit la volonté d'Arthur de Gobineau d'introduire une approche de la pensée philosophique, lorsqu'il propose de traduire l'œuvre de Descartes, le discours de la méthode. Mais en dehors de ce lien, on constate la naissance d'une génération qui de plus en plus suit les besoins du pays par un regard nouveau et un sens moderne. Il y a eu les hommes de lettres de cette époque comme Fatali Akhundzadeh, 1812 à 1878, Mirza Abdorrahim Tabrizi dit Talbof, 1829 à 1908, Mirza à accent circonflexe Q à accent circonflexe Khan Kermani, 1854 à 1896, puis Mohammad Ali Foroughi, 1877 à 1943, et la publication d'un premier manuel des apostrophes, Histoire de la philosophie. Ainsi, l'Iran est devenu le lieu d'exercice d'une certaine pensée philosophique, et la lecture lapidaire de Feredoun Adamia demeure une analyse ponctuelle et fidèle aux textes et aux conditions historiques concernant cette période. À ce groupe d'hommes cultivés, il faut ajouter Seyyed Jamal al-Din Assad Abadi dit Afghani qui, de par ses activités politiques et intellectuelles, a contribué au développement de la pensée moderne en faveur d'un islam modéré et réformiste. Appartenant au clergé, controversé, un peu mystérieux et souvent présent dans l'esprit historique, Afghani a une formulation de la pensée philosophique assez claire et palpable. Il semble qu'Afghani soit à l'origine d'une certaine influence politique et idéologique, lors de ses voyages en Iran pendant le règne de Nasser al-Din Shah à accent circonflexe H. On peut même penser que son influence allait préparer les événements qui ont suivi par le biais du mouvement de la Constitution et le renversement ultérieur de la dynastie de Qajar. L'événement de la Constitution en Iran, 1906, fut d'emblée le bassin de convergence de cette période ainsi que le moment de la préparation d'un nouvel événement qui correspondait à la configuration moderne du pays à travers le pouvoir politique centralisé par la dynastie Pahlavi. Le sens initial de cette centralisation était la création d'une autorité moderne, et allait ensuite dépasser son origine politique. La formation de la modernité a commencé plus tôt, avec l'instauration d'un système politique qui devait offrir l'espace culturel nécessaire à la pensée philosophique, même si les événements ultérieurs, entendu la révolution islamique, ont mis fin à ce processus. La philosophie en Iran, dans le contexte des sciences humaines modernes, est intimement liée à la construction de quelques écoles et universités, c'est-à-dire à la formation du savoir philosophique urbain qui ne voulait plus être dépendant du centre d'enseignement religieux et clérical, Ozei Elmiye. La formation des nouvelles constructions allait avec la politique de centralisation pour donner un foyer accueillant qui, étant homogène, pouvait représenter la modernité du savoir dans le pays. Par le hasard ou la nécessité, l'ironie de l'histoire ou la logique du déroulement des choses, on peut dire que la philosophie en Iran au XXe siècle a pu prendre forme après l'instauration du pouvoir central. Ce commencement fut aussi une démarche déterminante quant à la confrontation entre la tradition et la modernité, car celle-ci devait prendre des mesures pour se séparer de la tradition dans son ensemble, ce qui n'a jamais été possible et n'a pu aboutir aux objectifs fixés. La nouvelle hégémonie fut le signe d'une époque offrant un avènement éparpillé sur l'enseignement des nouvelles sciences, et l'instauration de la nouvelle administration. Quelques maigres efforts philosophiques ont embelli cette moitié de siècle,
mais la nouvelle machine politique était censée préparer un avenir brillant pour un pays moderne et à la hauteur du monde actuel. C'est ce qui a été qualifié d'européanisation ou encore d'occidentalisation, et qui devait marquer dorénavant l'ensemble des structures politiques, culturelles et sociales du pays, et par la même occasion, le savoir scientifique et la connaissance philosophique. Toutefois, parallèlement à la politique qui se place sur le devant de la scène et prend en main la philosophie en facilitant son exercice, d'autres circonstances sont à noter. Entre les deux périodes de la deuxième moitié du XIXe siècle et l'avènement du pouvoir central, et en passant par la construction de l'université, toute une génération d'hommes a pu mener des études littéraires à travers lesquelles la langue persane a connu un rayonnement sans précédent. Cette génération chevauchant deux périodes a contribué d'une manière ou d'une autre à la formation de la pensée de l'école philosophique, qui allait s'instaurer sur le terrain de la nouvelle université. De formation traditionnelle mais connaissant le monde moderne et souvent formée ou ayant vécu dans les pays occidentaux, on ne citera que quelques-unes de ces figures, comme Mohammad Qazvini 1874 à 1949, Ali Akbar de Khoda, 1879 à 1956, Mohammad Taqi Bahar, 1884 à 1951, Saïd Nafizi, 1895 à 1966, Abba Eqbal Ashtiani, 1896 à 1956, Badi al-Zaman Forouzanfar, 1897 à 1970, Jalal al-Din Omaï, 1899 à 1980 et Mojtaba Minovi, 1903 à 1976. De formation littéraire, ces personnes furent des hommes de lettres, des historiens, des traducteurs, des écrivains et des chercheurs dans des domaines orientaux, ainsi qu'en philosophie. Le persan moderne et l'Iran du XXe siècle puisent leur sagesse dans la connaissance de cette génération sous plusieurs formes. Il s'agit d'abord de la méthode moderne appliquée dans les recherches académiques, et ensuite de la mise à disposition du public des textes classiques et en l'occurrence philosophiques. Par exemple, M. Qazvini livre une somme considérable de données sur la littérature, la langue, l'histoire et la géographie, dont l'utilité demeure toujours à l'heure actuelle. De même, S. Nafizi fait connaître les textes de Nasser Khosrow, le philosophe ismaélien, et lègue un nombre considérable d'écrits littéraires et historiques. Il est aussi l'un des pionniers d'une lecture monologue du roman. L'Université de Téhéran, 1935, étant pionnière parmi les centres modernes d'enseignement, elle a connu de nombreuses personnalités qui ont contribué à la mise en place et au développement de la philosophie dès ses débuts. Un premier centre d'enseignement supérieur, Darol Fonoun, Polytechnique, a été bâti en 1851. On y proposait les matières scientifiques. Vient ensuite le Darol Moalmin, l'école des enseignants, construit en 1898 à 1919 avant l'université de Téhéran. Il est ici nécessaire de citer deux noms dont la présence et la contribution ont marqué l'histoire de la discipline en Iran au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'Ali Akbar Sia et de Yahya Mahdavi, tous deux contemporains et liés à des activités académiques, notamment à l'université de Téhéran. Ali Akbar Sia, 1895 à 1990, formé en France mais ayant une bonne connaissance de la philosophie traditionnelle, prêchait en faveur de la dynastie Pahlavi et de la modernité. Il fut le premier président de l'université de Téhéran. C'est le volet psychologique moderne qui constitue le centre de ses études, mais à travers lui il s'est intéressé aux études philosophiques. L'une des actions liées au nom de Sia est l'indépendance de l'université dans sa gestion administrative. Selon les témoignages de son entourage, Sia fut une personnalité qui a marqué les études modernes à l'université. La psychologie, étant donné sa proximité avec la philosophie, a pu renforcer l'enseignement de cette dernière. Quant à Yahya Mahdavi, 1908 à 2000, on peut dire que la philosophie dans l'Iran moderne et son développement lui sont redevables. En même temps, Mahdavi, par ses efforts intellectuels, a pu donner quelques traductions importantes, notamment vers la fin de sa vie, avec la traduction et la présentation de sujets concernant la phénoménologie et quelques-unes de ses figures marquantes. Ayant une bonne connaissance de la philosophie moderne, Mahdavi représente en réalité une figure de l'école ancienne, car la langue dans laquelle il traduit est un rappel historique de ce qu'on trouve chez Foroughi.
En dehors du mouvement philosophique traditionnel, sur lequel nous reviendrons, la philosophie dans l'Iran moderne peut être définie par deux volets distincts. Le premier volet peut être qualifié par la traduction des œuvres philosophiques et la traduction elle-même, perçue comme l'instrument le plus approprié permettant de mettre à disposition du public l'ensemble des données provenant du monde, notamment occidental. En ce sens, la traduction devient la voie de transmission du savoir, englobant un système méthodique d'appréhension de la connaissance, dont la philosophie serait une part essentielle. Un deuxième volet représente la complication liée à la situation en Iran, c'est-à-dire la recherche de la philosophie et de la pensée rationnelle au travers de mouvements politiques qui inscrivent un mode de pensée entendu comme une forme philosophique. L'impact de ces deux volets est toujours en œuvre, même si la pensée philosophique ressurgit et se donne une autonomie. La naissance de la philosophie moderne en Iran, c'est-à-dire la pensée analytique des discours rationnels et la conceptualisation, est littéralement liée à l'accueil de la philosophie occidentale et de toute action discursive depuis l'avènement cartésien. La traduction étant la variante la plus cohérente de cette transmission, ne fut-elle pourtant pas le berceau de toute problématique qui se trouvait dans ces discours ? En conséquence, l'intellectuel et le philosophe tentent de réunir une somme de connaissances et de savoirs philosophiques en vue d'un usage quotidien. La philosophie, dans ce contexte, ne représentait pas le souci philosophique qui peut traduire la conscience malheureuse voire la conscience imprégnée de l'angoisse. Toutefois, l'effort qui réunissait les quelques figures emblématiques, Foroughi ou Mann, afin de mener une enquête philosophique par la traduction ou l'analyse, montrait une responsabilité des individus qui s'enrichissaient et par la tradition et par leur propre conception. Pionnier en matière de traduction et d'analyse philosophique, Mohammad Ali Foroughi représente la figure majeure de l'homme de lettres qui oscille entre le domaine politique et celui de la culture. Son ouvrage le plus connu, Parcours de la philosophie en Europe, marque le début du siècle philosophique en Iran. On doit y ajouter un autre de ses ouvrages, La philosophie de Socrate et Platon, qui retrace la voie des discours philosophiques au travers d'une terminologie qui se veut cohérente et pertinente. Avec un langage solide, Foroughi relève le défi d'exprimer une histoire philosophique en langue persane en proposant un certain nombre de concepts devenus désormais des classiques en langue philosophique courante. Depuis Foroughi et sa traduction du discours de la méthode de Descartes, le mouvement de la traduction en Iran n'a jamais cessé et on constate que la traduction est devenue la passerelle de la langue et de l'analyse philosophique. C'est dans ces courants de la traduction qu'on constate comment l'interprète devient le philosophe traduisant des œuvres, ou alors le traducteur en train de philosopher. L'ouverture au monde moderne de la philosophie en Iran est liée d'une certaine manière aux efforts de Henri Corbin à qui bon nombre de philosophes iraniens ont rendu hommage en scandant l'ampleur de sa pensée. Corbin, communiquant avec l'un des représentants majeurs de la philosophie traditionnelle, Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai, 1903-1981, met en œuvre un chantier de connaissance des textes de la tradition philosophique, méconnus du public depuis l'époque de la dynastie FE vide, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIe siècle de l'ère chrétienne. La rencontre donne lieu à la création d'un cercle intime avec un nombre restreint de personnes, dont Dariush Shayegan. Il s'agit d'un débat philosophique unique en son genre qui passe par une traduction simultanée, par l'intermédiaire de Seyyed Hossein Nasser. Le rapport avec le philosophe traditionnel Seyyed Jalal al-Din Ashtiani, 1925-2005, fut aussi l'occasion d'explorer des trésors philosophiques. Passionné, Henri Corbin se présente comme un véritable philosophe moderne à la recherche de la pensée ensevelie d'une tradition philosophique qui pourrait ressembler à différents degrés à la philosophie moderne, voire à la phénoménologie. La vaste connaissance de Corbin, sa généalogie philosophique, E. Gilson, E. Husserl et M. Heidegger, et son parcours d'érudit ont fait de lui une figure quelque peu mythique pour les Iraniens qui ont l'habitude de créer des légendes. L'apogée des efforts de Corbin se résume à cette authentification entre la Perse antique et le chiisme duodécimal, et à l'exposition de l'unité historique et philosophique en Iran. La formulation passe encore pour plus imposante lorsque Corbin compare ce monde avec le monde chrétien et la philosophie occidentale. La légende de Corbin a été construite par lui-même avant d'être reconnue par les Iraniens,
qui ont fait de lui un symbole de sainteté théorique. La grandeur de Corbin n'est pas sans raison, mais aux yeux des Iraniens, cette raison a pris une place considérable, au-delà même de l'individu. La réalité de la pensée philosophique dans l'Iran moderne a pris une autre couleur, par le biais de l'action corbinienne, qui réside dans le basculement de la philosophie en théologie. En d'autres termes, Corbin va acculer le penseur iranien en mettant en œuvre l'herméneutique classique et l'interprétation théologique à la place d'une vision analytique et philosophique distincte de celle de la philosophie en Occident. Le travail de Corbin fut d'élargir le champ visuel sur une illusion et de faire comprendre au public cultivé qu'il s'agissait de la réalité. La conséquence de ce rapport philosophique fut la naissance d'une patrie de la philosophie du XXe siècle en Iran, inspirée de Heidegger et en partie de la phénoménologie husserlienne, et le surgissement de l'herméneutique moderne. Mais plus que l'orientaliste, l'herméneute et philosophe, il semble que Corbin ait pu jouer un rôle décisif dans la conscience religieuse iranienne à travers la révolution islamique, car il se range malgré lui, du côté des grands interprètes chiites qui ont eu une place au pouvoir. Parallèlement à la naissance de ce mouvement philosophique traditionnel après l'instauration du pouvoir central en Iran, 1925, et la construction d'institutions comme l'Université de Téhéran, on peut constater l'activité d'un certain nombre de personnages traditionnels qui dispensaient des enseignements classiques dans l'esprit moderne et par le biais de l'université et ce, à une échelle académique. On peut citer par exemple Mahmoud Shahabi Khorasani, Mohammad Fazel Touni, 1867 à 1960, Seyed Kazem Assar. Fazel Touni a réussi à s'imposer en tant que philosophe traditionnel en laissant quelques œuvres toujours en vigueur. Une autre personne qui mérite d'être citée dans ce contexte académique moderne est Mahdi Aheri Yazdi, 1923-1999. Il laisse une quantité importante de textes et même une discussion détaillée avec la philosophie moderne. Ambitieux et convaincu, Aheri Yazdi est l'image du philosophe infatigable qui revendique la philosophie islamique comme source de la connaissance la plus sublime, face à la philosophie moderne occidentale qui ne peut soutenir ses arguments. L'organisation de ces investigations, sous le modèle de la philosophie islamique, se compose de deux volets, théorique et pratique, se révèle dense et tente de mettre en valeur la méthode propre de cette philosophie en y puisant l'importance de la logique. Les efforts de Aheri Yazdi font de lui un continuateur acharné de l'existentialisme traditionnel chiite, mais il s'appuie tout de même sur quelques figures occidentales, notamment Kant, dans l'objectif de renouer avec le pacte historique de la théologie musulmane. Pour faire une digression, il faut préciser que l'aspect fondamental de la philosophie traditionnelle est fondé sur la question de l'être, voire de l'existence qui a été déterminée et mise en œuvre par le philosophe iranien Molla Sadra Shirazi, 980-1050-571-1640, suivant la tradition avicennienne. La question de l'être domine la pensée philosophique traditionnelle sans aucune rupture depuis Avicenne et elle trouve son point culminant chez Molla Sadra Shirazi et sa théorie du mouvement substantiel, Erkat-e-Jawhari, dont l'argument est fondé sur l'être en tant que tel, le contingent et le temps. C'est peut-être la raison pour laquelle la philosophie en Iran s'intéresse tant à Heidegger et au Dasein. Au travers de la question de l'être, la philosophie traditionnelle s'intéresse à l'absolu de l'être, Motalak Asti, et non à l'être absolu, dont l'adoption au concret n'est pas évidente. Cet absolu représente en tous les cas la valeur d'un nécessaire qui est l'un absolu, voire Dieu, dont l'unité définit l'être en soi et l'être des autres. Ce principe essentiel va parallèlement avec la question de la valeur absolue de la raison, loin d'une distinction de sa fonction relative à la raison moderne. Il n'est pas étonnant que Heidegger soit devenu le philosophe emblématique des philosophes iraniens, y compris traditionnels, qui adhérant à la nouvelle définition de l'être par le philosophe allemand. En tous les cas, force est de constater que la croyance des philosophes iraniens va jusqu'à l'adéquation avec une métaphysique de l'être. C'est la voie d'une assimilation entre le savoir traditionnel, représenté par le centre d'enseignement religieux, Ozei Elmiye, d'ordre philosophique, transmis par les organes administratifs officiels, et l'université en tant que nouveau centre de la connaissance qui doit rivaliser avec l'éducation classique. À ses débuts, l'université de Téhéran a connu une génération qui,
ayant une formation classique, a pu accéder à une nouvelle formation occidentale et aussi dispenser quelques enseignements à l'université. Ce lien entre deux institutions, le HOSE et l'université, ne montre cependant pas une réciprocité, car jamais une personne de formation moderne n'a eu accès à l'enseignement classique. Dans le même registre de l'avènement de la philosophie moderne en Iran, il convient de parler de l'effort de Mahmoud Ouman qui, par une analyse de l'histoire de la philosophie en Iran, contribue, théoriquement et philosophiquement, à l'établissement d'un discours sur la traduction des œuvres philosophiques. En effet, le travail d'apprentissage du persan à la philosophie trouve ses fondements les plus modernes et les plus solides dans les aspects langagiers exprimés par Ouman. Celui-ci pourrait être qualifié de véritable pionnier dans son approche de la philosophie et du persan, en tant que langue de la philosophie capable de mener la pensée aux portes des expressions les plus aventureuses du monde moderne. Le travail qu'il lègue a beaucoup influencé une partie des intellectuels iraniens, dont certains en matière de traduction philosophique, comme Baqi Param, 1934 5e. D'autres aussi ont suivi la voie de Ouman dans les institutions officielles de l'Iran. On peut également citer le philosophe, Mir Abdolhossein Naribzadeh, 1937, dont l'œuvre est une démarche philosophique pour faire connaître la voie de la pensée en tant que telle. Visionnaire, savant et rigoureux, Mahmoud Ouman laisse un travail inachevé en rédigeant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.